Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois de leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Christine Sibert. Bonjour Christine. Bonjour Marine. Avant de commencer notre entretien, je souhaiterais aussi remercier Sae Shemae, que j'ai rencontré à Kyoto, dans la ville où j'habite actuellement, car c'est Sae qui m'a conseillé de te contacter. Donc je voulais faire un petit clin d'œil avant qu'on commence. Tu es commissaire d'exposition indépendante et journaliste culturel, et avec ton mari qui travaille dans l'humanitaire, vous avez vécu dans de nombreux pays comme le Cambodge, le Japon, le Mozambique, la Corée du Sud, la Suisse, et tu habites depuis peu de temps en Tunisie. Tu as travaillé sur de nombreux projets dans des pays très différents, et dans cet épisode, comme ce que je te disais, je souhaiterais qu'on revienne en particulier sur l'envers du décor des différents projets dans les différents pays dans lesquels tu as habité, mais aussi les moyens et l'énergie que tu as dû mettre en œuvre pour t'adapter dans tous ces pays. Donc, pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques phrases ? Oui, tout à fait. Alors, donc je m'appelle Christine Sibert, je suis française, je suis à la fois commissaire d'exposition indépendante, coordinatrice d'événements culturels et journaliste culturelle. J'ai quitté la France à la fin de mes études de japonais à Paris et d'histoire de l'art, et donc je suis expatriée effectivement depuis plus de la moitié de ma vie, depuis plus de 25 ans, à travers différents pays, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je vais juste corriger, il y a juste une erreur sur un pays, mais donc si je devais reprendre la liste des lieux où j'ai habité, donc la France d'abord, le Japon, le Cambodge, la Corée du Nord, la Suisse, le Mozambique, la Suisse et nouvellement la Tunisie où je viens d'arriver depuis quelques jours. Mon parcours professionnel est un parcours très riche, très éclectique. J'ai un peu la sensation d'avoir être une multi-casquette en fait, puisque je fais différentes choses dans ce domaine. J'ai toujours travaillé que dans le domaine culturel, c'est ce qui me passionne avant tout. Et je résume souvent ma vie à une vie en millefeuille, parce que cette vie où on change tout le temps de pays, on doit s'adapter perpétuellement. Ça au bout du compte une vie est extrêmement variée, extrêmement riche, et il faut à chaque fois se réadapter, se réinventer, repartir de zéro, recréer un réseau, recréer un quotidien et tout ça. Et voilà, et donc ma vie et mon travail sont fondamentalement liés, puisque j'aime autant cette vie que je suis passionnée par mon travail. Je pourrais pas imaginer d'arrêter mes activités, mais même si j'ai une ligne de conduite que je suis depuis des années à travers ces différents pays, il faut quand même pour autant à chaque fois me renouveler, arriver dans un endroit, comprendre qui sont les acteurs locaux, qui fait quoi, rencontrer les gens, convaincre, et pour arriver à collaborer et faire des choses avec les nouvelles personnes que j'ai en face de moi, et développer tout un nouveau réseau, des nouveaux collaborateurs et tout ça. Avant qu'on parle de ta première expatriation, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le paysage de ton contexte familial dans lequel tu as grandi? Enfin, est-ce que tes parents avaient un lien avec la culture, l'image? Quel était le type de formation que tu as pu faire, juste pour avoir aussi un petit peu une idée du contexte dans lequel tu as commencé ton expatriation. Alors, avant mon expatriation, je suis la seule à être expatriée dans ma famille, donc c'est pas du tout un modèle familial, mais pour autant pour expliquer un peu de quel milieu je viens et comment j'ai grandi, en fait j'ai un père qui était pilote de ligne, donc ça veut dire qu'on a toujours, j'ai eu la chance de voyager beaucoup et facilement grâce à mon père, et dans des conditions très privilégiées. J'ai une mère qui travaillait dans le domaine artistique également,
puisqu'elle faisait du courtage d'œuvres d'art, elle travaillait avec des éditeurs d'art, et donc j'ai collaboré avec elle aussi du temps de ma vie au Japon, donc ça a duré quelques années. Donc voilà, c'est un petit peu le milieu d'où je proviens. Et la photographie à proprement parler, je dirais que c'est quelque chose qui m'est venu, en réfléchissant à la question, je me souviens être séduite par mon père qui avait un appareil photo, et séduite par son appareil photo, enfant, à l'âge de 10 ans, être impressionnée par son appareil Nikon et commencer à l'utiliser. Et je me rappelle très bien d'un moment en vacances et utiliser son appareil. Quelque part, j'ai toujours aimé la photographie. J'ai rapidement demandé à mes parents qu'on m'offre un appareil photo quand j'étais enfant, et j'ai toujours fait moi-même, vraiment à titre d'amateur, des photos. Et l'image, le visuel, a toujours fait partie de ma vie. Et c'est pas pour rien que j'ai fait ensuite le choix de faire des études d'histoire de l'art, d'abord en cours du soir à l'école du Louvre et puis ensuite à la Sorbonne, parce que l'iconographie, l'image, le visuel, voilà, fait extrêmement important dans ma vie, dans mon quotidien. Et voilà. Et en fait, je me rappelle avoir suivi des cours de photo à l'école, fait des workshops, et rapidement, en fait, bon, ça s'est affiné. J'ai fait des études à la fois, oui, de japonais et d'histoire de l'art, et mon sujet d'étude portait sur les peintres japonais résidant et travaillant en France. Donc pour allier mes deux domaines d'études, à la fois le Japon et l'histoire de l'art, dans deux universités différentes à Paris, et j'avais trouvé ce sujet qui permettait d'allier les lieux. Donc au départ, j'ai eu une formation plutôt axée sur la peinture, sur l'art pictural, mais avec toujours une attirance quand même en parallèle pour la photo, puisque j'ai toujours été voir des expositions. Je me rappelle aussi que une des premières œuvres d'art que j'ai achetées, si j'ai touché un appareil photo à 10 ans, je me rappelle qu'une des toutes premières œuvres d'art que j'ai achetées avec mes premières économies, avec un travail d'étudiante durant l'été, c'était une photographie en noir et blanc d'une vitrine de New York, d'une photographe que j'avais découvert dans une exposition. Et en fait, voilà, la photographie m'a jamais quittée et m'a toujours suivie. Après, rapidement, j'ai fait des collections de cartes postales anciennes sur des sujets très particuliers, sur l'Asie. Donc, j'ai collectionné énormément de photographies sur le Japon ancien, sur l'Asie du Sud-Est, sur l'Afrique, des photos de l'époque coloniale, des cartes postales de l'époque coloniale. J'en ai un classeur plein des bijoux de toute cette période, avec les courriers manuscrits avec une très belle calligraphie, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Voilà, donc et ensuite rapidement j'ai été au fil de mes études, quand j'étais à Paris, voilà, Paris est ce qu'on sait, et donc voilà, il y a pléthore d'expositions, et par le sujet de mes études d'histoire de l'art, voilà, j'étais tout le temps fourrée dans des musées, à aller voir des expositions, dans des galeries, dans des bibliothèques, à aller assister à des conférences, suivre des workshops, etc., etc. Et ça ne m'a pas quitté finalement. Je peux pas, ça fait partie de mon quotidien. En permanence, où que j'aille, j'ai besoin de savoir quels sont les musées à visiter, qu'est-ce qu'il y a à voir, quelle est l'actualité artistique, culturelle. Très souvent d'ailleurs, on me demande de renseigner où que j'habite. Tiens, je suis un peu la source d'information de mon entourage, parce que voilà, j'aime l'information, j'aime partager l'information, et voilà. Et la photographie donc a toujours été fait partie de ma vie. J'ai ensuite collaboré donc avec beaucoup de photographes. Et tu savais quel métier tu voulais faire à ce moment-là? Pas vraiment. J'ai fait le choix des études de japonais parce que j'avais envie de m'orienter vers un exotisme, vers un ailleurs, vers l'étranger, par justement peut-être le goût des voyages que m'avait donné mon père, mais
Et le Japon, en fait, c'est un hasard, mais plus les années passent, et moi je crois au hasard, mais je crois que les choses, enfin voilà, il n'y a pas de hasard. En fait, au départ, j'avais appris le chinois à l'école, au collège, et c'est l'apprentissage du chinois qui m'a ensuite orientée vers le japonais, parce que j'ai passé mon bac en 89, l'année du massacre de Tiananmen, et à cette époque, la Chine était un pays encore extrêmement fermé sur le reste du monde, et donc je me suis dit que c'était un peu peine perdue d'apprendre la langue d'un pays qui était aussi reclus. Finalement, 20 ans après, la Chine s'ouvrait et a littéralement explosé, mais à l'époque c'était pas encore le cas. Et le Japon, c'était la fin des années 80, c'était la bulle économique au Japon. Le Japon est en pleine effervescence. Le Japon était totalement à la mode. Il n'a jamais cessé de l'être de toute façon, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai choisi, mais vraiment un peu par hasard, ce choix du japonais. Je me rappelle encore appeler ma mère dans une cabine téléphonique, parce qu'à l'époque on n'avait pas de téléphone portable, et lui dire qu'est-ce que je fais. Il y a des études de japonais, chinois, coréen, vietnamien. Ma mère n'avait absolument aucune idée sur le sujet. Et voilà, j'ai choisi par hasard, si on peut dire, entre guillemets, le japonais. Et je me rappelle faire mes premiers pas à l'université à Paris, à Jussieu, être entourée de gens qui, eux, étaient fondamentalement convaincus d'être à leur place, parce que ils étaient déjà passionnés de manga, de samouraï, de littérature et autres choses sur le Japon. Moi, je connaissais rien au Japon. Et finalement, c'est très étrange, parce que je suis rentrée dans un tunnel et j'ai appris un peu de manière presque un peu aveugle les kanji, la langue japonaise, assidûment. Et au bout de 2 ans, j'ai eu la chance d'aller, donc grâce à ces avantages de voyage de mon père, j'ai eu la chance d'aller au Japon. Et j'ai découvert le Japon donc en été 91, et ça a été mon premier grand choc culturel, même si j'avais déjà un peu voyagé, mais j'avais vraiment l'impression d'être atterri sur une autre planète. Et c'est la découverte de Kyoto qui m'a fait vraiment prendre conscience que j'allais aimer ce pays, et que l'histoire d'amour a commencé à Kyoto. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? La découverte de la tradition la tradition japonaise, des temples, des jardins, la beauté, l'esthétique japonaise qui jusqu'à aujourd'hui a nourri complètement ma vie, et qui est pour moi la richesse infinie de ce pays. L'esthétique à outrance. Je connais pas un pays où l'esthétique ait autant d'importance. C'est incroyable. Tout est pensé, tout est calculé, tout est raffiné. Donc et comme finalement par le choix de mes études, je pense que j'ai une attirance profonde pour les belles choses, pour la beauté, pour le beau, que ce soit à travers à travers la peinture, à travers la photographie, à travers plein de choses. Donc, et le Japon a répondu à ça, a répondu à la fois à une recherche d'exotisme et peut-être une recherche d'esthétisme. Voilà. T'as travaillé sur des projets assez différents. On pourra en voir aussi un petit peu plus dans le détail sur du coup des projets d'exposition, de festivals, un petit peu dans tous les pays sur lesquels tu as habité. Mais est-ce qu'on pourrait revenir sur certains projets qui t'ont particulièrement marqué, voilà, pas spécialement au Japon, mais en tout cas, est-ce que tu aurais quelques exemples de projets, et puis de nous dire sur pourquoi ils ont été peut-être plus compliqués, ou en tout cas, voilà, est-ce qu'on pourrait revenir sur quelques exemples de projets pour qu'on puisse aussi comprendre quel est un peu le type de projet sur lequel tu as pu travailler. Oui, bien sûr. Alors oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, au démarrage, c'est vrai que j'ai pu organiser des expositions de peinture, et puis rapidement, je me suis donc orientée vraiment sur la photographie, et ça, c'était vraiment durant ma vie au Japon, parce qu'il y a une scène photographique qui est très riche, très prolifique, hein, et mais pas seulement une scène actuelle, une scène historique, hein,
depuis l'après-guerre. Et donc c'est vraiment là que le déclic et l'envie d'organiser plus encore des expositions de photographie s'est fait sentir. Donc voilà, si j'ai organisé un certain nombre d'expositions, j'en ai organisé donc voilà un certain nombre sur des photographes, avec des photographes dans les différents pays où j'ai résidé. Et si je devais citer 3 exemples, déjà pour reparler du Japon, il y a eu plusieurs choses vraiment déterminantes au Japon. Il y a eu déjà une collaboration très particulière avec un photographe japonais qui est très connu, qui s'appelle Hoso Eiko, qui est en fait quelqu'un que j'avais d'abord interviewé, puisque quand j'habitais à Tokyo, j'étais à la fois donc journaliste culturel et commissaire d'exposition, donc je l'ai d'abord approché en tant que journaliste. J'en ai fait son portrait pour un magazine français au Japon. Et puis on a développé une relation d'amitié. On était voisins à Tokyo, puisqu'il avait son atelier tout près d'où j'habitais, à Yotsuya. Et à l'époque, je m'intéressais particulièrement à la danse contemporaine aussi, en parallèle, hein, et au Buto. Et Hosoe avait collaboré à de nombreuses reprises avec des danseurs de Buto. Et il m'avait j'avais osé lui dire que un jour j'aimerais poser pour lui. Et donc je m'étais retrouvée comme modèle pour Hoso Eiko avec une troupe de jeunes danseuses japonaises. Et donc il m'a dit, écoute Christine, t'es disponible, viens à tel jour, à telle heure, à tel endroit. J'avais traversé Tokyo avec mon scooter en plein hiver sous la neige pour atterrir dans l'atelier en fait de Hijikata Tatsumi, qui est un des 2 fondateurs du mouvement Buto. Il me dit, voilà, mets-toi nu, peins-toi le corps en blanc et voilà, monte sur scène avec les autres et tu t'exécutes. Et puis voilà, il en est resté une série qui s'appelle Ukiyo-e Projections, hein, où en fait il a projeté sur nos corps des estampes, des shunga, des estampes érotiques japonaises. Et c'est une série qui existe aujourd'hui, qui je trouve est très belle. Et c'était un souvenir absolument marquant dans ma vie au Japon, parce que c'était à la fois c'était amusant ce cheminement entre démarrer la relation de travail d'abord comme journaliste, et puis ensuite modèle, puis ensuite j'ai organisé des expositions de son travail à Paris, à Kyoto, dans le cadre de la première édition de Kyotographie. Enfin bon, donc on a eu une collaboration comme ça sur différents volets qui était plutôt amusante. Et bon, voilà. Malheureusement aujourd'hui, Hoso Eiko vit toujours, mais la dernière fois que je l'ai vu au Japon, c'était en 2014. Il était devenu complètement Alzheimer. Et je sais qu'il vit toujours parce que je l'ai recontacté il y a 1 an à peu près, mais malheureusement, il est dans son monde. Et voilà, c'est très compliqué de communiquer avec lui. Mais c'est un homme que je respecte profondément parce que c'est pour moi un des grands noms de la photographie de l'après-guerre, et un esthétisant comme ça, comme justement dont je parlais de l'importance de l'esthétique au Japon, cette esthétique très noir et blanc, très très forte. Voilà, donc ça c'était un moment très important dans ma relation avec la photographie, avec le Japon. Et comment t'avais fait pour monter l'exposition, enfin une des expositions que t'as fait avec lui? Tu as du coup loué un espace et t'as fait une sélection. Enfin parce que je pense que comment on fait, comment t'avais fait? Donc on a eu plusieurs collaborations. Il y a eu une première exposition que j'ai organisée à Paris avec lui, mais ça c'était au début des années 2000. Pour une galerie parisienne, donc c'était vraiment avec un travail commercial. Donc on avait fait une sélection de ces images, et voilà, il y avait un contrat avec une galerie, et moi je me positionnais comme intermédiaire en fait entre c'est moi qui avais proposé l'exposition.
à cette galerie que j'avais connue par le biais de voilà, relationnel, professionnel. Et voilà, et la galerie connaissait déjà évidemment le nom de Hossoé. Et voilà, moi j'arrivais avec son contact et je dis voilà, il souhaiterait, pourquoi on n'organiserait pas une exposition ensemble. Et voilà, c'est une exposition qui a rencontré beaucoup de succès. On avait d'ailleurs au vernissage organisé une performance de Bouteau, d'ailleurs le soir du vernissage, qui avait aussi beaucoup surpris et intéressé le public. Donc là, je m'étais positionnée comme intermédiaire. Donc évidemment, mon travail comme commissaire d'exposition ou coordinatrice, il s'adapte en fait en fonction des opportunités. Si c'est une collaboration avec une galerie commerciale, ou si c'est avec un musée, ou si c'est avec un centre d'art, ou c'est avec un lieu culturel. J'ai collaboré souvent avec les instituts français à l'étranger. Donc évidemment, mon positionnement est un peu différent. Dans ce cadre-là, voilà, j'étais intermédiaire, tout ce que ça comporte de coordination de l'exposition, etc. Pour Kyotographie, c'était encore autre chose, puisque donc c'est moi qui avais proposé, puisque j'avais donc c'est ce lien d'amitié que j'avais développé au fil des années avec Rosso et Iko. J'avais proposé donc à Lucille Rebos, la fondatrice du festival, qui était une amie à l'époque, puisqu'on habitait au même moment à Tokyo, dans les mêmes années. Je lui ai proposé donc d'organiser une exposition de Hossoé. Là, elle avait déterminé dans son choix des lieux un temple, et on avait travaillé avec un scénographe suisse à l'époque qui était à Kyoto, qui est parti depuis, et voilà, on avait tout un travail ensuite de coordination, de scénographie, et un parcours à travers le temple dans les différentes pièces qui présentait une sélection de quelques-unes de ces images à travers ces différentes séries, puisqu'en fait Hossoé a des grandes séries comme ça emblématiques tout au long de sa carrière, et voilà, avec des très belles installations, une très belle scénographie qui avait été créée par ce scénographe suisse. Voilà, et Rosso était ravi de la collaboration et du résultat. Il était très impressionné de voir ces images imprimées en très grand sur du papier washi qui recouvrait des portes, donc des fusuma, des portes coulissantes dans certaines des pièces du temple. Et c'est vrai qu'il y avait une atmosphère incroyable. Il y avait un rendu qui était vraiment qui était magique, qui était exceptionnel. Et bon, après c'est aussi un peu la marque de fabrique, je dirais, de Kyotographie, parce que Kyotographie s'est développée maintenant depuis 10 ans. Et bon, moi j'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis 2014, mais ils ont poursuivi ça, c'est-à-dire des très belles scénographies à travers des lieux comme ça emblématiques de Kyoto, et un rendu très esthétique, hein. Donc voilà, donc c'était la première édition, et c'est une belle aventure parce que c'était le démarrage d'un festival, sans que personne sache que ça allait peut-être durer aussi longtemps, même si évidemment il y avait beaucoup d'espoir qui était mis dans toute cette aventure, mais voilà. Et donc comme en fait c'était les premiers pas d'un bébé qu'on voyait grandir, et donc c'était une très chouette aventure d'avoir collaboré à cette première édition de Kyotographie en 2013, dans laquelle j'avais d'ailleurs organisé d'autres expositions, puisque j'avais organisé aussi une exposition de Nicolas Bouvier, auteur mythique, qui a de plus en plus de succès finalement. Plus années passent et plus Nicolas Bouvier est respecté et apprécié. Mais c'était donc le côté inédit de la manifestation, c'est que c'est la première fois que Nicolas Bouvier était exposé au Japon avec ses photographies sur le Japon, dans un cadre japonais, et sa femme Eliane, qu'on avait invitée dans le cadre du festival, était revenue, il n'était pas revenu depuis une dizaine d'années, était revenu à Kyoto à cette occasion pour voilà, découvrir le résultat de l'organisation de l'exposition. Et c'était aussi un moment magique de partager ça avec Eliane Bouvier, et de relater
du vécu de Nicolas à travers ses différents séjours dans ce pays qu'il a aussi profondément marqué et qu'il le raconte bien dans son livre La chronique japonaise. Voilà, donc ça fait partie des moments très forts de mon lien avec la photographie et mon lien très fort avec ce pays qu'est le Japon. Il y en a eu d'autres. Il y a eu tout ce travail que j'ai fait en collaboration avec un journaliste de France Culture sur Hiroshima pour le 60e anniversaire de la bombe atomique. Et en fait, j'ai fait un travail de fixeur pour lui, je l'ai accompagné sur toute une série d'interviews de Japonais sur des thématiques voilà, diverses autour de la bombe atomique. Et c'est un programme de très longue durée qui a duré de plusieurs dizaines d'heures d'interviews. Et il y a eu un retour qui a été organisé en 2000, donc il y a eu une captation, les interviews qui ont été faites pour la diffusion sur France Culture en 2005, donc un très gros travail d'abord journalistique, et ensuite un retour organisé en collaboration avec l'Institut français en 2007, dans le cadre d'une manifestation qui s'appelait Hiroshima, le souffle de l'explosion, qui se déployait sur différents volets, à la fois des expositions de 2 photographes japonais, un cycle de conférences, un cycle de films sur toujours la thématique de Hiroshima, etc. Et ça aussi, ça a été un moment extrêmement fort de mon travail comme commissaire d'exposition. Et comment tu as fait pour être mise en relation avec ce journaliste? Pareil, mon réseau, l'importance des réseaux. Mon réseau personnel, c'est un ami d'amis qui m'a mis en contact avec ce journaliste qui s'appelle Michel Beaumared, et voilà, et on est resté d'ailleurs amis depuis, et c'est quelqu'un, voilà, c'est une relation, une collaboration très riche, très forte, extrêmement marquante, extrêmement choquante, provocante, très perturbante dans les rendez-vous qu'on a pu faire, hein, parce qu'on a rencontré ce qu'on appelle des hibakusha, donc des gens qui ont survécu à la bombe, mais qui ont été profondément marqués dans leur corps, dans leur chair. Et donc ça a été des rendez-vous extrêmement, ben voilà, on s'écroule, hein, on écoute les gens, les interviews, mais on peut pas s'empêcher de tomber en larmes, hein, face à des propos aussi terribles. Parce que voilà, faut jamais oublier que le Japon est le seul pays qui a vécu la bombe atomique, et 2 fois. Donc voilà, et l'exposition qu'on avait organisée en 2007 était aussi une exposition extrêmement forte dans la collaboration avec les photographes, puisque c'était en fait, j'avais invité donc 2 photographes, un photographe qui s'appelle Yosuke Yamahata, plutôt j'avais invité son fils, puisque le photographe était mort il y a déjà bien longtemps, et donc on a présenté son travail sur Nagasaki, puisque c'est ce photographe qui est venu photographier Nagasaki quelques jours après le passage de la bombe, et donc a témoigné à travers des images qui sont effroyables. Donc c'était un des premiers volets de l'exposition au rez-de-chaussée de l'Institut franco-japonais de Tokyo, et puis à l'étage j'avais invité un autre photographe japonais qui s'appelle Hiromi Tsuchida, qui est aussi un des pères de la photographie contemporaine japonaise de l'après-guerre, qui présentait sa série sur les objets qu'il a pris en photo, dans le musée de Hiroshima. Donc c'est des objets comme on peut les voir à Auschwitz, c'est-à-dire que c'est des objets qui relatent, qui sont sortis du contexte. C'est une chaussure brûlée, un verre, une bouteille fondue par la chaleur de l'explosion. C'est une horloge avec l'heure précise où le temps s'est arrêté au moment de l'explosion, etc. Donc c'est des objets comme ça emblématiques qui racontent une histoire et qui sont extrêmement forts. Et en fait, il avait fait tout ce travail
au musée de Hiroshima, et donc voilà, je l'ai invité à venir présenter son travail qu'il a présenté dans de nombreux musées à travers le monde. C'est un travail qui est très 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 célèbre, mais la collaboration avec ce photographe et le fils de cet autre photographe ont été aussi des moments extrêmement forts dans ma collaboration, dans mon investissement, dans ma curiosité sur la photographie et dans ma compréhension du Japon. Voilà. Et puis si je devais raconter un dernier moment très fort dans les choses que j'ai organisées, c'était un autre. Il y a deux autres choses dont je pourrais parler. Le premier, ce serait alors dans un autre contexte, c'est au Cambodge. En fait, j'avais développé aussi une collaboration avec la Fondation Gilles Caron, qui est ce photographe français qui donc jeune photoreporter qui a une carrière très brève, entre 25 et même pas 30 ans, mais qui est aussi un des pères du photojournalisme en France, qui était engagé dans la création de l'agence Gamma, ami de Pardon, mais qui est très connu pour son portrait de Cohn-Bendit. C'est quand on dit ça tout de suite, on voit tout de suite quel est le travail de Gilles Caron. Et donc un des pères du photojournalisme en France, et qui a disparu au Cambodge. On n'a jamais pu retrouver sa trace, et c'est ce qui fait le drame de l'histoire de Gilles Caron. Et puis quand j'ai démarré ma vie à Genève, après 15 ans de vie en Asie, donc entre le Japon, le Cambodge et la Corée du Nord, peu de temps après mon arrivée à Genève, il y avait une exposition organisée sur Gilles Caron, donc que je vais voir, et puis je discute avec la galeriste, et je revois dans sa biographie disparu au Cambodge. Et bon, moi j'arrivais de l'Asie, donc tout ça me parlait. Et je pose quelques questions à la galeriste, et je dis mais en fait, comment le photographe a disparu, etc. Et puis elle m'a proposé de me mettre en contact avec sa famille. Elle me dit que la famille est en train de réfléchir à la création d'une fondation sur le photographe qu'ils installeraient ici à Genève. Donc je suis pris contact avec cette famille, et voilà, et j'ai intégré en fait la création j'étais là, enfin dans les premiers pas aussi de la création de la fondation Gilles Caron à Genève. Et pareil, j'ai finalement développé une amitié aussi jusqu'à aujourd'hui avec cette famille, donc avec la femme Marianne Caron, la femme de Gilles Caron, donc Marianne Caron, qui s'est retrouvée veuve très jeune de son mari qui a disparu, dont on n'a plus jamais retrouvé la trace. Et puis sa fille Marjolaine Caron et le mari de Marjolaine, Louis Bachelot, donc les fondateurs de la fondation Gilles Caron à Genève. Donc voilà, et donc j'ai travaillé au sein de cette fondation pendant plusieurs années. On a collaboré, j'ai organisé plusieurs expositions à Genève, mais surtout on a fait quelque chose de très marquant aussi, c'est qu'on est partis ensemble au Cambodge, et c'était quelque chose de bouleversant pour eux, parce qu'en fait Marianne, sa femme, n'a jamais mis les pieds dans ce pays, n'a jamais voulu mettre les pieds dans ce pays, et pendant des années la famille, sa fille pensait, et puis ils n'avaient peut-être jamais eu l'occasion ou le courage ou la volonté, etc., de le faire. Et puis à travers notre rencontre, je leur ai parlé du Cambodge, j'ai essayé de les sensibiliser, etc. Et puis je leur ai dit mais il faut qu'on aille ensemble, il faut que vous veniez au Cambodge avec moi, je vais vous amener, moi je connais ce pays, j'ai vécu plusieurs années, j'ai tout un réseau sur place, il faut qu'on aille voir ensemble, qu'on essaie de comprendre un peu mieux. Maintenant, aller retrouver, avoir une réponse, c'était de l'ordre de l'impossible, mais il y avait un désir de comprendre. Donc Marjolaine Caron et Louis Bachelot sont venus. On fait un voyage à la fois à titre personnel et professionnel, et on s'est retrouvés sur place ensemble pendant plusieurs jours. À cette occasion, il y a eu d'ailleurs une stèle qui a été installée, commémorée au nom de tous les photographes
photoreporters qui sont morts en Asie du Sud-Est durant cette période, pendant la période de la guerre du Cambodge et du Vietnam, etc. Et c'était un moment extrêmement émouvant, en plein cœur de Phnom Penh, avec la présence d'un certain nombre de photographes, quelques-uns encore de l'époque, mais aussi de la nouvelle génération et tout ça. Et puis à cette occasion, on a retrouvé, moi je le connaissais déjà, donc j'ai retrouvé Tim Page, qui est un photographe qui a publié un livre qui raconte toute cette histoire, qui est un livre mythique qui s'appelle Requiem, qui relate de la vie, de la carrière de tous ces photoreporters justement qui sont morts en Asie du Sud-Est. Et donc Gilles Caron fait partie de ces photographes. Et donc voilà, je les ai mis en contact. On a passé différents moments avec Tim Page, qui malheureusement est mort là il y a pas très longtemps. Et puis, grâce à lui, on a pu avoir enfin une conversation. Enfin, Marjolaine Caron a pu enfin avoir une conversation avec quelqu'un qui connaissait vraiment profondément le sujet, le contexte historique, politique, culturel de l'époque, géographique aussi. Et on lui a dit, on aimerait, est-ce qu'il y a, c'est mission impossible, mais est-ce qu'il y aurait des moyens d'arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, quand Gilles Caron a disparu, quelques jours après, la famille a été donc informée de sa disparition. Et puis voilà, au bout de quelques semaines, ses affaires qui ont été retrouvées dans sa chambre d'hôtel ont été renvoyées en France. Et puis ensuite, voilà. Le Quai d'Orsay a dit c'était la guerre, qu'il y avait plus rien, on pouvait plus rien faire de plus, qu'il y avait plus aucun signe pour faire comprendre ce qui s'était passé. Et puis ça s'arrêtait là. Donc vous pouvez imaginer le drame dans une famille quand quelqu'un disparaît et qu'il n'y a aucune explication. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'explication. Donc Marjolaine allait sur place pour tenter de mieux comprendre. On n'a pas eu tellement plus d'explications, mais grâce à Tim Page, on a fait le voyage. En fait, elle a voulu faire le voyage que son père avait fait pour partir en province et pour essayer d'aller le plus près d'où son père avait pu aller et où il a disparu, mais on ne sait pas comment. Est-ce qu'il a été une bombe est tombée et voilà, il est mort? Est-ce qu'il a été embrigadé par des Khmers rouges? On ne sait pas. Mais elle a voulu faire cette démarche personnelle pour mieux comprendre. Et ça a été aussi. Donc moi, je les accompagnais. J'étais là aussi, encore une fois, la coordinatrice, en fait, l'initiatrice de toute cette démarche, de ce voyage. Et ça a été aussi un moment extrêmement fort, en lien avec la photographie, encore une fois, et l'importance. Voilà, on en parlait tout à l'heure, l'importance des photoreporters et les risques qu'ils peuvent prendre. Et c'est pour ça que je disais que j'ai une profonde admiration pour ces gens-là, parce que c'est au péril de leur vie, mais par passion, ils continuent, ils poussent toujours les limites plus loin. Et ça a été un moment effectivement bouleversant à partager avec Marjolaine et son mari. Voilà. Et puis s'il y avait un dernier projet dont je devrais parler, qui était un projet aussi vraiment très marquant, que j'ai adoré organiser, c'était l'exposition du World Press en 2018 à Maputo, au Mozambique. Donc ça faisait déjà plusieurs années que j'étais sur place et en fait là encore par relation et l'importance du réseau qu'on se crée. J'avais été présentée à une Hollandaise qui avait elle-même déjà collaboré avec le World Press Photo et qui m'a approchée pour me demander si je souhaitais organiser la prochaine édition avec elle à Maputo. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble et ça a été une expérience absolument incroyable, d'abord parce que c'est, je pense, jusqu'à aujourd'hui la plus grande exposition que j'ai organisée, parce que c'était l'exposition dans sa totalité. Donc c'est
près 200 images, enfin c'est un très grand nombre d'images qui sont imprimées sur des très grandes bâches de 1 mètre par 1,50 m, et on choisit en général un lieu public en extérieur pour attirer un maximum le plus grand nombre de gens. Et là, donc on avait choisi d'organiser l'exposition dans un parc en plein air, dans le jardin botanique de la ville de Maputo, qui est un très beau parc avec des arbres magnifiques centenaires, qui est un havre de paix en plein centre-ville, entouré de l'institut du centre franco-mozambicain, donc l'institut français local, différents hôtels, etc. Enfin vraiment le cœur historique de la ville de Maputo. Et on a eu, donc l'exposition a duré 1 mois, et on a eu presque 100 000 personnes en 1 mois. Parce qu'en fait, c'était la deuxième fois que le World Press Photo était organisé à Maputo, mais la première fois, ça avait été dans le cadre de la forteresse, hein, donc d'un bâtiment fermé avec un espace beaucoup plus confiné, beaucoup plus réduit. Et là, on avait vraiment pris le parti de l'organiser en plein air, dans un lieu public, gratuit, et les gens ont adoré. C'est-à-dire que, en fait, c'est aussi un lieu où les mariés vont se faire prendre en photo. Il y a des lieux comme ça, il y a un parcours. Tous les week-ends, il y a des mariages à Maputo. Et les gens vont dans un certain nombre de lieux emblématiques pour se faire prendre en photo. Et ce jardin botanique, le parc Tunduru, en est un. Et donc, vous imaginez, au moment, les mariés arrivaient dans ce parc et tout d'un coup étaient surpris par cette exposition. Le parc n'était même plus la même tête que d'habitude. Il était envahi de photographies qui racontaient l'actualité de l'année passée, puisque c'est le propre du World Press Photo. Et donc c'était magique parce que les gens à la fois, il y avait comme ça des cérémonies à la fois religieuses, musicales, la musique africaine, un défilé comme ça très très vivant, populaire, très chaleureux, en même temps au milieu d'images dramatiques. Mais les gens ensuite prenaient le temps de revenir, de regarder, etc. Les écoles, sans même, il y a eu évidemment beaucoup de communication et tout ça, mais les écoles publiques de la ville venaient, etc. Enfin bon, donc ça a interpellé énormément de gens. Il y a eu un défilé de gens comme ça en permanence, nuit et jour. Enfin, nuit, c'est pas éclairé la nuit, mais bon. Donc ça a été aussi une effervescence populaire autour de l'intérêt pour la photographie. Dans un lieu comme ça magique, naturel, qui allie à la fois la nature, la culture, l'histoire, l'actualité, l'image, de manière absolument vraiment magique. Donc ça c'est un de mes grands souvenirs de d'organisation d'exposition à l'étranger. Et là encore, c'était une opportunité. C'est par relation, quelqu'un est venu me chercher et je me suis embarquée dans l'aventure. Et c'était extraordinaire. Oui, alors avec tous les exemples que tu nous as donnés, il y a la question du réseau qui, je trouve, est hyper importante. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaiteraient travailler à l'étranger, peut-être un petit peu comme toi, se lancer sur des projets ou d'écriture ou des projets de commissariat? Est-ce que tu aurais des conseils? Comment on fait pour construire un réseau à l'étranger quand on est loin de chez soi? Ce qu'on peut faire déjà avant de partir, quand on sait qu'on va partir, qu'on a la volonté de partir quelque part pour s'y installer quelque temps, ou que c'est engagé, on sait qu'on va partir s'expatrier dans un endroit. Il y a tout un travail à faire en amont. Moi c'est ce que je viens de faire par exemple pour la Tunisie. Ça fait plusieurs mois que je sais que je vais partir, donc j'ai commencé à rechercher sur internet tout ce qui concernait la scène culturelle locale, les lieux, les acteurs, etc., etc. Donc j'ai déjà commencé un peu à fouiner à distance. Évidemment, mon mari étant arrivé sur place, mon mari travaille pour les Nations Unies en fait, pour l'UNICEF. Étant arrivé sur place depuis 6 mois, il m'a aidé à
à constituer ce réseau, ce qui est pas toujours le cas, parce que en général, on est dans deux secteurs complètement différents. Quelque part, ça peut se compléter, mais en fait, et on respecte chacun nos réseaux, mais je m'appuie pas à tout prix sur mon mari pour créer mon réseau. Je dirais que c'est plutôt grâce à mon mari que j'ai réussi à aller dans ces différents pays, ça c'est certain. J'ai été seule au Japon, mais après les autres pays, c'est grâce à lui que j'y suis allée, que ce soit le Cambodge, la Corée du Nord, la Suisse, le Mozambique et maintenant la Tunisie. Mais voilà, donc il y a un travail en amont qui est possible, certainement. Maintenant, effectivement, le réseau, c'est le terrain, hein. C'est le terrain, donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut prendre le sujet à bras le corps, en fait, voilà, il faut avoir un penchant quand même pour la communication. De toute façon, je pense que si on veut partir à l'étranger, une des qualités primordiales, c'est d'être curieux, c'est d'être ouvert sur l'autre. Si on n'a pas ça déjà en soi, c'est pas que c'est pas la peine, mais c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, je pense que si on cherche à partir travailler à l'étranger, c'est qu'on est curieux, on est ouvert, on a envie d'aller à la découverte de l'autre. Et moi, c'est ce qui anime ma vie depuis des années, justement. C'est la découverte de l'autre, la compréhension de l'autre. Donc, voilà. Après, sur place, il faut, arriver sur place. Qui fait quoi? Qui fait quoi, quand, où, comment, en fait. C'est les questions de base à se poser. Et puis se créer prendre des notes surtout, relever toutes les informations utiles, rencontrer les gens, avoir une carte de visite. Aujourd'hui, c'est plus tellement à l'heure du jour, mais je dis ça parce qu'au Japon, on n'existe pas si on n'a pas de carte de visite. Certainement encore aujourd'hui, j'imagine. Mais bon, ça c'est très particulier au Japon. Voilà, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, il y a plein d'autres moyens qui n'existaient pas quand moi j'ai commencé, hein. Donc tout ça a beaucoup évolué, mais il faut avoir un penchant profond pour la communication. Il faut se faire présent, il faut se faire connaître, il faut poser des questions, il faut rencontrer, il faut être curieux. Pour moi, la curiosité c'est un atout essentiel dans la vie. Donc voilà, puis c'est bien aussi d'arriver avec un projet. Il faut peut-être mûrir quelque chose, pas débarquer comme ça, parce que c'est compliqué de partir à l'étranger, c'est coûteux. Et donc voilà, mais je pense qu'il faut partir avec un projet précis, contacter en amont les éventuels interlocuteurs sur place, tâter le terrain, etc. Enfin bon. Après, c'est un peu au cas par cas, hein. Il y a pas de recette miracle. C'est, voilà. Non mais je trouve ça très intéressant parce que moi par exemple là le fait d'être au Japon, je me suis aussi posé la question de qui fait quoi, et effectivement le modèle qu'on peut avoir européen ou français de qui sont les acteurs et voilà qui fait quoi, etc. n'est pas le même dans chaque pays. Donc le fait de remettre en question un modèle qu'on avait parce qu'on le voit dans la plupart des villes européennes, ou de ce qu'on est habitué de savoir comment ça fonctionne, comment les institutions fonctionnent entre elles, comment le marché s'est fait, comment les festivals sont faits, le lien avec les fondations. Enfin, je trouve que effectivement c'est ce que tu disais de se poser la question de qui fait quoi. Moi, je trouve que c'est effectivement essentiel, parce que si on essaye de retrouver la même chose, en tout cas la même construction, en fait on va être déçu, ou on va être maladroit, ou c'est quelque chose qui prend du temps, et ce temps-là on peut pas le compresser. On aimerait pouvoir comprendre des choses plus vite et être moins secoué dans nos et en fait c'est un temps qu'on a tous qui est très personnel et qui est Il faut laisser le temps au temps. Et là, justement, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Là, ça fait 10 jours que je suis arrivée à Tunis. Et bien, je peux vous dire que je suis dans cette phase d'intégration, d'assimilation, et qui n'est pas facile du tout. Et voilà. À la fois, j'avais envie de venir. Et là, actuellement, aujourd'hui, ça va. Mais il y a 3 jours, ça n'allait pas du tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je me sens absolument pas à ma place. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Etc., etc. Mais bien sûr qu'il faut du temps. Il faut plusieurs semaines, il faut plusieurs mois. Il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est que
vivre, pour parler de la question de l'expatriation et de travailler voilà, dans le domaine culturel en expatriation, c'est pas du tout la même chose que de venir sur une mission invité par un institut français à faire une conférence, à exposer pendant 15 jours, à faire une résidence d'artiste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Ça s'appelle du tourisme. C'est pas la même chose. Donc effectivement, c'est une chance inouïe quand on est invité, voilà, à pouvoir venir présenter son film en tant que réalisateur, à faire une résidence d'artiste à la Villa Kujuyama, etc., etc. Mais on touche du doigt certaines caractéristiques du pays, voilà. Mais on n'entre jamais en profondeur dans le sujet. C'est pas vrai. Et donc, c'est véritablement quand on part s'y installer quelques années qu'on approche un peu plus le problème. Après, évidemment, plus on passe de temps dans un endroit et plus on va le comprendre. Après, il y a des moments il y a des endroits où il est temps d'en partir parce qu'on l'a trop bien compris ou peut-être trop mal compris ou peut-être il est temps de passer à autre chose. Après, il y a moi j'entends encore des gens qui sont au Japon depuis très longtemps et qui continuent à dire qu'ils ne comprennent rien à ce pays, tellement il est compliqué et riche. Mais parce que je pense qu'il y a des pays comme ça qui sont des pays monuments, quoi, des pays mastodontes. Et le Japon, même malgré sa petitesse, en fait partie. La Chine, l'Inde, il y a des pays comme ça qui sont incroyables. Je veux dire, c'est à l'infini, c'est l'histoire d'une vie. Tellement il y a à fouiner, à essayer de comprendre, etc. Donc voilà. Donc oui, bien sûr qu'il faut du temps. Il faut du temps au temps, se laisser le temps pour construire. Et donc un réseau, ça prend du temps, mais le réseau, il est essentiel. Le réseau, il est l'essentiel d'entretenir les contacts à travers tout ce qu'on a comme moyen aujourd'hui pour communiquer, les réseaux sociaux. Et je suis pourtant pas une férue de réseaux sociaux parce que je trouve que c'est un fléau aussi. Mais voilà, il faut quand on travaille dans un domaine comme le domaine culturel. Voilà, la culture c'est quoi? La communication c'est la culture, c'est l'échange avec l'autre, donc tout ça c'est lié en fait, hein. Je comprends bien. En parlant de temps et en parlant de temps long, alors j'ai une question qui est voilà, que tu peux prendre par tous les bouts. Je sais que c'est une question qui est assez complexe et on n'est pas sur une histoire de la photographie, donc c'est vraiment selon toi ce qui tu peux me donner une réponse très libre. C'est quelles sont les évolutions que tu as pu voir dans le milieu de la photo durant ces dernières années et les évolutions que tu aperçois dans les prochaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi un petit peu si tu peux prendre ça par le biais des pays ou par le biais des techniques ou par le biais, voilà, enfin, en tout cas, avoir ton avis personnel sur quelques évolutions dans le milieu de la photographie que tu as pu voir et des trajectoires ou en tout cas des tendances que tu vois grossir pour les prochaines. Déjà, ce qui est quand même considérable, c'est de voir à quel point la photographie a pris une importance considérable ces dernières années. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelle est la ville qui n'a pas son festival de photos? Ça en devient d'ailleurs presque trop. Je veux dire, c'est-à-dire qu'à la fois c'est bien, mais c'est délirant. C'est-à-dire que en fait, en 50 ans, la photographie, et donc c'est à l'image du monde dans lequel on vit, je veux dire, c'est l'importance de l'image qui imprègne notre quotidien dans tout, pour tout. C'est à travers nos téléphones portables, mais c'est pour tout. Je veux dire, même la nuit, on voit des images à travers nos rêves. Enfin, on est bombardé de photographies, d'images tout le temps en permanence. Et ça ne fait que s'accentuer avec tous les moyens, toute la technologie actuelle et tout ça. Mais c'est vrai que
le milieu de la photographie et ce milieu qu'on connaît bien en France, ce milieu, ce réseau des festivals. Enfin, pour moi, le condensé de tout ça, c'est finalement aller à Arles chaque année. On va à Arles chaque année, et on comprend beaucoup de choses. Parce que c'est le monde, c'est les gens qui s'intéressent à la photographie à travers le monde se donnent rendez-vous chaque année à Arles. C'est quand même extraordinaire. Donc il y a quand même je trouve ça fabuleux qu'un médium se soit développé à ce point-là et intéresse autant de gens, qu'elle soit pratiquée par autant de gens à travers le monde. Et en tant que professionnel, c'est justement d'autant plus, à la fois il y a pléthore de moyens, mais c'est d'autant plus difficile, je trouve, de faire sa place parce que la concurrence est rude. Donc voilà. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement tout ça a commencé en France, en Europe, et on avait une vision peut-être un peu très axée sur l'Occident, et au fil du temps, on a commencé à s'intéresser un peu plus à l'image, à la photographie ailleurs. Donc on a parlé de la photographie japonaise. Aujourd'hui, la photographie japonaise est 1000 fois plus connue qu'avant et très appréciée, très admirée, etc. On a parlé de photographie et des festivals qui existent au Japon et tout ça, mais c'est la photographie asiatique en général. Il y a plein d'autres festivals qui existent en Asie. J'ai moi-même collaboré avec d'autres au Cambodge, en Birmanie, etc. Et donc il y a eu, ça se déploie comme ça, et quelque part on a la sensation que la roue tourne. Il y a eu une vingtaine d'années un boom, une effervescence sur l'Asie qui, je pense, perdure. En fait, c'est comme tout, il y a un effet de loupe en fait dans la vie. Quand on est sur place, quand on est dans un endroit, dans un espace-temps, dans un endroit donné sur la Terre, on a l'impression que tout se passe là, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais par contre, quand on s'en éloigne, on a l'impression que rien ne se passe là-bas. Moi, jusqu'à ce que il y a un an, je ne savais absolument pas que j'allais venir vivre en Tunisie, puisque je ne sais en général jamais à l'avance où je vais partir vivre. Il y a toujours une inconnue, et c'est aussi ce que j'aime dans ma vie. Mais donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais rien sur ce qui se passait de la scène culturelle tunisienne. Je peux vous dire qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a un an, je pensais qu'il n'y avait rien qui se passait. Enfin, je me posais même pas la question. Pour moi, c'était inexistant, presque, sur la carte culturelle du monde. Et ça, c'est intéressant. C'est que, quand même, à travers la globalisation de la communication et les échanges comme ça, on se rend compte qu'il y a une ouverture comme ça, et justement sur les travaux des autres, sur la créativité des autres. Donc il y a eu comme ça un focus pendant des années sur l'Asie. Aujourd'hui, donc l'art contemporain chinois, on en voyait de partout. C'était le grand truc à la mode, etc. On n'en parle quasiment plus aujourd'hui. En tous les cas en Occident, en tous les cas en Europe. Aujourd'hui, qui est-ce qui a l'effet de projecteur? C'est l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Afrique est à la mode. Alors, je dis ça peut-être parce que j'ai vécu plusieurs années en Afrique, au Mozambique. Maintenant, je suis de retour en Afrique, mais une autre Afrique, l'Afrique du Nord, tout à fait différente, puisque le continent africain est extrêmement vaste, hein. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a une diversité énorme, comme on peut le voir aussi justement en Asie. Mais donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'Afrique. Et aujourd'hui, on a des très belles expositions de photographes africains. Il y en a une actuellement à la Tate Modern à Londres. Donc quelque part, je trouve que ça qui est intéressant, c'est que la roue tourne en fait. C'est que c'est pas toujours finalement l'Europe qui est à l'honneur, et heureusement. Qu'il y a plein d'autres choses qui se passent ailleurs sur la Terre, et qu'il est temps que chacun ait aussi son heure de gloire. Donc l'Asie a eu son heure de gloire. Ça continue, comme on le disait, quand je vois l'intérêt que suscite le Japon encore et toujours, ça ne s'arrête jamais, la fascination pour le Japon. Mais aujourd'hui, il y a une fascination pour l'Afrique.
alors peut-être que dans quelques années, ce sera le tour de l'Amérique du Sud, et je le souhaite. Je connais pas du tout je connais l'Amérique du Nord, à peine l'Amérique du Sud. Mais voilà, et donc je trouve ça bien, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est quand même il y a cette curiosité et que il est temps de donner que chacun ait son heure de gloire et sa place, et qu'on parle de l'autre, qu'on s'intéresse à l'autre, quoi. Donc voilà. Après, je trouve que quelque part, il y a un trop plein de tout. Il y a trop de festivals. C'est donc on revient à Arles. Arles est la mer et la ville qui a créé le premier festival de photographie et qui a donné naissance à tous ces festivals à travers le monde. Je veux dire, et donc aujourd'hui, mais voilà, le nombre, enfin, je sais pas si vous avez jamais fait une liste du nombre de festivals rien qu'en France ou à travers le monde, une liste exhaustive. Moi j'adore faire des listes. Ce serait quand même très très intéressant de voir le nombre de festivals qui existent dans le monde. C'est hallucinant, mais hallucinant. Donc et quelque part, je trouve donc il y a un trop plein. Je dis quand quelque part, quand est-ce que ça va s'arrêter et puis donc voilà, donc il y a tous ces moyens technologiques encore plus poussés, toujours plus, le dernier appareil photo, je ne sais pas quelle marque, le dernier iPhone qui permet de faire des photographies aussi belles qu'avec n'importe quel appareil photo, enfin j'exagère un peu, mais voilà. Et finalement, moi j'aime bien les tendances des gens qui veulent ralentir un peu tout ça, et qui ont envie d'explorer finalement la photographie argentique, et qui ont envie de décélérer un peu. En fait, moi je trouve que ça fait du bien dans un monde qui va très vite, trop vite, et qui pour autant règle pas ses problèmes, parce que les problèmes, il y en a de plus en plus malheureusement sur la Terre. Mais voilà, mais heureusement que la photographie, elle est là, elle continue, je pense qu'elle elle a encore, elle va perdurer encore très longtemps, elle a une place au soleil pendant encore très très longtemps. Et tant mieux. Et c'est génial, mais voilà, mais il faut donner la place aux autres, il faut pas toujours vouloir montrer les mêmes choses. Il faut donner la chance aux jeunes, il faut donner la chance à des nouveaux noms de s'exprimer et de témoigner de ce qui se passe dans leur pays, de raconter des nouvelles histoires, parce que la photographie c'est la communication, c'est une mode de communication avec l'autre, donc c'est raconter quelque chose, c'est raconter une histoire. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes et aussi pour des personnes qui souhaiteraient se lancer en tant que commissaire indépendant? On a parlé de la question du réseau, mais est-ce qu'il y aurait d'autres conseils, ou alors au contraire d'autres choses à éviter? Je pense qu'il faut d'abord se poser les bonnes questions, savoir ce dont on a envie, et puis se donner les moyens de répondre à ces questions. Est-ce qu'on a quel est notre but, qu'est-ce qu'on a envie de faire, voilà. Après il y a des gens qui sont contre les écoles, les écoles de photo, les écoles d'art. Moi je suis pas contre, je pense que c'est une base qui peut être utile, mais ça suffit pas. C'est pas parce qu'on a fait une école d'art ou de photo qu'on va sortir et qu'on va trouver un job, pas du tout. Après il faut aller rouler sa bosse, prendre des risques, faire des lectures de portfolio, montrer son travail, oser, passer le pas d'une porte d'une galerie, il faut oser, et puis après plus on tente, je pense que plus on tente et plus on a des chances de réussir. Je crois qu'il faut y aller au culot, mais avec subtilité et finesse, et voilà, mais il faut tenter, il faut vouloir faire autre chose que les autres. Il faut pas vouloir faire la même chose. Il faut pas faire un copier-coller de ce que fait. Il faut regarder. Il faut être curieux. Il faut avoir une grande. Je pense que la culture, le réseau, la culture générale, elle est. Si on veut être photographe, il faut aussi avoir une bonne connaissance de l'histoire de la photographie. C'est très important. C'est une base. Il faut assurer
sa base, ses fondations, et puis ensuite explorer selon ses envies, sa personnalité, développer son style, et pas vouloir tenter de vouloir faire autrement que les autres. Voilà. Mais c'est pas facile. Il y a Instagram aujourd'hui. C'est hallucinant. Je veux dire, c'est à l'infini. On peut rester scotché sur son téléphone jour et nuit et voir pléthore de travaux, des choses très bien, des choses très nulles. C'est à l'infini. Quand on a passé 1 heure sur Instagram, on raccroche, on éteint et on se dit, oh là, j'en peux plus. Oh là là. À la fois c'est motivant et à la fois c'est déprimant parce qu'il y a tellement de choses déjà qui existent. C'est comme les publications, c'est comme les livres de photos, c'est comme le livre en général. Moi, ça fait des années que j'ai des projets de livres, j'ai jamais réussi véritablement à donner naissance à mes livres, j'ai jamais réussi à accoucher d'un projet de livre. Peut-être que ça viendra un jour, mais ça fait pourtant très très longtemps. Pourquoi c'est... Parce que je sais pas, je pense qu'il y a, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être un blocage interne, peut-être qu'il y a, parce que je me dis qu'il y a déjà trop de livres sur le marché. Mais pourtant, j'en ai encore envie. Peut-être que ça viendra, puisque comme je suis aussi journaliste culturelle, peut-être qu'un jour j'écrirai plus pour en faire un livre et pas juste un article. Oui, je veux dire, c'est assez effrayant quand on démarre, parce que c'est à la fois extraordinaire tellement il y a de choses à découvrir, à apprendre, et à la fois je trouve ça effrayant parce qu'il y a tellement de choses. Et comment on va trouver sa place? Donc voilà, il faut être à la fois courageux, ambitieux, prudent. Oui, enfin ça relève de beaucoup de choses, quoi, et de la chance. Il y a une part de chance qui existe aussi, qui est fondamentale dans un parcours. Savoir taper aux bonnes portes au bon moment. Merci beaucoup, merci Christine pour ce moment, pour tous les conseils que tu as pu nous donner, sur le retour sur tes projets. Donc je te souhaite vraiment un bon emménagement en Tunisie. J'ai hâte d'en savoir plus sur tes prochains projets, peut-être du coup le retour à la photographie comme ce que tu nous disais, l'écriture, voilà. Bah, merci beaucoup, Marine. C'était un plaisir. Et justement, pour finir, justement sur une note photographique, c'est que j'ai le plaisir d'arriver en Tunisie justement avec un projet d'exposition de photos, puisque j'amène avec moi dans mes cartons le projet d'organiser une exposition d'un photographe suisse genevois qui s'appelle Fred Boissonnat, qui a vécu entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle, et qui a photographié toute la région méditerranéenne. Et en fait, il y a une exposition qui a été organisée dans un musée à Genève il y a 2 ans, pendant le Covid, qui s'appelait Fred Boissonnat et la Méditerranée. Et lors de ma découverte de la Tunisie en avril dernier, pour la première fois, j'ai repensé à ce travail, à cette exposition, et à mon retour à Genève, j'ai pris contact avec la commissaire universitaire et la commissaire de l'exposition, une Française, Estelle Soyer, qui a organisé la manifestation. Et donc j'ai le projet, donc j'ai été consulter les archives au Centre d'iconographie de Genève, et je me suis rendu compte que rien que pour la Tunisie, il y a une bonne centaine d'images jamais montrées, jamais sorties de Suisse, jamais exposées nulle part, si ce n'est quelques-unes dans le cadre de cette exposition il y a 2 ans. Et donc j'ai le projet avec l'ambassade de Suisse ici à Tunis et d'autres peut-être institutions, on va voir. Donc je suis arrivée il y a quelques jours avec ce projet, et on est en train déjà de réfléchir à l'organisation d'une exposition sur Fred Boissonnat et la Tunisie en Tunisie pour la première fois, comme j'avais fait il y a quelques années avec Nicolas Bouvier, et le Japon au Japon en 2013. Voilà. Donc je boucle une autre boucle bientôt pour une nouvelle aventure. Super.
Et bravo à toi. Et puis, très bonne installation, très bonne rentrée. Merci beaucoup. Merci Marine. À bientôt. Merci. Au revoir et bonne continuation à toi aussi. Merci. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!